Mon neveu m'a faussement accusé à 15 ans. Ma famille m'a immédiatement rejeté et ma femme m'a quitté. Mais 8 mois plus tard, il a avoué avoir tout inventé. Maintenant, il supplie pour une réconciliation. Pas question. Le SMS est arrivé sur mon téléphone à 23h47, un mardi soir. Le nom de ma sœur, Lisa, s'est affiché à l'écran, suivi d'un message qui allait littéralement dynamiter toute mon existence, comme une démolition contrôlée qui aurait mal tourné. Reste loin de Tyler. On sait ce que tu as fait. La police est impliquée. Ne nous recontactez plus. J'étais assis dans mon bureau à la maison, encore en tenue de travail du cabinet d'expertise comptable où j'avais passé les 9 dernières années à bâtir une solide carrière. Je venais de finir les rapports trimestriels. J'avais un verre d'eau à côté de mon clavier. Je prévoyais de regarder une série en streaming avant de dormir. Une soirée de mardi normale, en somme. Puis ce message est arrivé, et la normalité a cessé d'exister. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Je les ai relus, encore et encore, essayant de leur donner un sens différent de celui qu'ils avaient clairement. Mon cerveau faisait cette chose où il essaie de rejeter une information qu'il ne peut pas traiter. Comme quand on apprend un décès et que la première pensée est « non, ce n'est pas possible ». Il doit y avoir une erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. Les mots étaient d'une clarté cristalline. Ma femme, Michelle, est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle regardait quelque chose dans le salon. Elle est venue voir ce qui se passait, car j'avais probablement émis une sorte de son. Son visage a changé quand elle a vu mon expression. Cette inquiétude immédiate que l'on voit chez quelqu'un qui sait que quelque chose de catastrophique s'est produit, mais qui ne sait pas encore quoi. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé, s'approchant déjà. Je lui ai tendu mon téléphone sans rien dire. Je l'ai regardé le lire, j'ai vu son expression passer de la confusion à l'horreur en à peine 3 secondes. Sa main est venue couvrir sa bouche. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit. Mais sa voix tremblait. Tyler ne mentirait pas sur une chose pareille. Tu ne ferais jamais, elle s'est arrêtée en pleine phrase, se coupant comme si elle venait de réaliser ce qu'elle était sur le point de dire. C'est là que je l'ai vue. La lueur de doute. Juste le plus petit vacillement derrière ses yeux, mais elle était là. Visible, indéniable. Elle a fait un pas en arrière. Littéralement, physiquement, elle a mis de la distance entre nous là où il n'y en avait aucune 5 secondes plus tôt. Ce pas en arrière m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui allait suivre. Oui, à ce moment précis, j'ai su que j'étais complètement foutu. Le lendemain matin, j'ai découvert exactement ce que mon neveu de 15 ans avait raconté à tout le monde. Selon la version de la réalité de Tyler, je lui aurais fait des avances déplacées lors d'un barbecue familial, 3 semaines plus tôt. Les détails étaient assez spécifiques pour paraître crédibles, assez vagues pour être impossibles à réfuter. Il m'avait aidé à porter des affaires du jardin à ma voiture. Des pains à hot dog, des sodas, ce genre de choses. La logistique normale d'un barbecue familial. Selon son histoire, je l'aurais coincé dans le garage pendant que nous rangions les affaires, je l'aurais touché de manière inappropriée, j'aurais dit des choses qui l'ont mis mal à l'aise, j'aurais franchi des limites qui ne devraient jamais être franchies. Tout se serait passé rapidement, peut-être 1 minute ou 2. Puis nous serions retournés au barbecue comme si de rien n'était. Il a prétendu s'être senti mal le reste de la journée, mais qu'il était trop effrayé et confus pour dire quoi que ce soit. Il a dit qu'il avait eu trop peur pour en parler au début. Il ne savait pas comment. Il ne pensait pas que quelqu'un le croirait. La culpabilité et la honte l'ont rongé pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il finisse par fondre en larmes devant sa mère et que tout déballe. Ma sœur l'a cru instantanément. Sans poser de questions, sans le moindre doute, sans demander plus d'informations. Juste une acceptation immédiate et complète que son frère avait abusé de son fils. Mes parents l'ont cru. Ils avaient toujours choyé Tyler, leur premier petit enfant, l'enfant en or qui ne pouvait rien faire de mal. Si Tyler disait que c'était arrivé, c'était arrivé. Mon frère Daniel l'a cru aussi. Daniel, que j'avais littéralement aidé à financer ses études en lui prêtant 14 000 € quand il était fauché et désespéré. Daniel, que j'avais laissé dormir sur mon canapé pendant 3 mois quand il était entre 2 emplois. Daniel, qui avait été mon témoin de mariage et qui avait pleuré pendant son discours en disant que j'étais le meilleur frère qu'on puisse souhaiter. Ce même Daniel a regardé l'accusation de Tyler et a décidé que j'étais coupable sans une once d'hésitation. En 48 heures, toute ma famille avait choisi son camp.
Ils avaient tenu un vote dont j'ignorais l'existence. Ils avaient rendu un verdict sans mon témoignage. Le verdict, sans surprise, n'était pas en ma faveur. J'ai d'abord essayé d'appeler Lisa. Je me suis dit qu'elle m'écouterait au moins. Nous avions été proches en grandissant. On se disputait pour des bêtises de frères et sœurs, mais on se soutenait toujours quand ça comptait. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle a bloqué mon numéro avant même que la première sonnerie ne retentisse. Directement sur ce message automatique disant que la personne n'accepte pas d'appel. Elle ne m'a même pas laissé la chance de dire bonjour. Alors, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Un trajet de 20 minutes qui a semblé durer des heures. Pendant tout le chemin, je répétais ce que j'allais dire, comment j'allais m'expliquer. Sûrement qu'ils m'écouteraient au moins. C'étaient les gens qui m'avaient élevé, qui me connaissaient mieux que quiconque. Ils entendraient raison. J'étais si stupidement optimiste, comme un idiot qui tombe dans une embuscade en pensant qu'on lui a préparé une fête surprise. Mon père m'a intercepté sur le perron avant même que j'atteigne la porte. Il devait regarder par la fenêtre, il a vu ma voiture arriver. Il est sorti et s'est positionné en haut des marches, comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Son visage avait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un dégoût total mêlé à une déception si profonde et si intense qu'elle semblait le vieillir physiquement sur place. Pars, a-t-il dit. Sa voix était froide, plate. La voix qu'on utilise avec un étranger dont on veut se débarrasser. Papa, s'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. Rien de tout ça n'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi Tyler dit ces choses, mais je te le jure. Ne fais pas ça, m'a-t-il coupé. N'ose pas traiter mon petit-fils de menteur. Je ne le traite pas de menteur. Je dis juste qu'il a 15 ans. 15 ans. Pourquoi inventerait-il une chose pareille? Qu'est-ce qu'il aurait à gagner en mentant sur quelque chose d'aussi grave? Je ne sais pas. Ma voix devenait plus forte, désespérée. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais ce n'est pas arrivé. Je n'ai rien fait. Vous devez me croire. Vous me connaissez depuis toujours. Vous savez que je ne ferai jamais. Je pensais te connaître. Sa voix s'est brisée sur ce mot, pensais, au passé. Je t'ai mieux élevé que ça. Ou du moins, je le pensais. J'ai dû échouer quelque part en chemin, parce que le fils que j'ai élevé ne ferait pas une chose pareille. Papa, si. Si tu reviens ici, a-t-il continué en parlant par-dessus moi, j'appellerai la police moi-même. Tu comprends? Tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. Tu n'es plus le bienvenu près de nous. Je suis resté là, sur l'allée menant au perron, la même allée où j'avais appris à faire du vélo à 6 ans, où nous avions pris des centaines de photos de famille au fil des ans, où j'avais annoncé mes fiançailles avec Michel pendant que tout le monde applaudissait et nous serrait dans ses bras. C'était maintenant un territoire ennemi, une frontière que je n'avais pas le droit de franchir. La porte s'est refermée devant moi, pas claquée. Cela aurait impliqué de l'émotion. C'était un geste contrôlé, délibéré, définitif. Je suis resté là pendant probablement 5 minutes, à fixer cette porte fermée. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle s'ouvre à nouveau. S'attendait à ce que papa ressorte et dise qu'il avait surréagi. Parlons-en. Mais la porte est restée fermée. Le rideau est resté tiré. Finalement, je suis retourné à ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence total. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai juste conduit, avec cette étrange torpeur qui se propageait dans ma poitrine comme une engelure. Michel a tenu 4 jours de plus après ce SMS de Lisa. 4 jours à dormir dans des chambres séparées. 4 jours de conversation minimale. 4 jours où elle me regardait comme si j'étais un étranger portant le visage de son mari. 4 jours à regarder notre mariage de 12 ans se dissoudre en temps réel. Je suis rentré à la maison après un rendez-vous avec un avocat. Il fallait que je trouve une représentation légale car ce cauchemar devenait officiel très rapidement et j'ai trouvé ces valises faites près de la porte d'entrée. 2 grandes, l'ensemble assorti que nous avions acheté pour notre lune de miel en Grèce. Toutes 2 pleines à craquer. Elle avait les clés de sa voiture à la main. Elle partait. Pas, peut-être partir, pas, penser à partir. Elle partait vraiment, activement, définitivement. Elle n'arrivait même pas à me regarder quand je suis entré. Ses yeux restaient fixés sur un point quelque part par-dessus mon épaule gauche. J'ai besoin de temps, a-t-elle dit. Sa voix était faible, vaincue.
J'ai besoin de digérer ça. Digérer quoi? J'ai posé ma mallette, essayant de garder ma voix calme, même si mon cœur martelait dans ma poitrine. Tu me connais, Michel. Tu me connais depuis 12 ans. Nous sommes mariés depuis 9 ans. Tu sais que je ne pourrais pas faire une chose pareille. Je pensais te connaître. Elle pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage qu'elle ne prenait pas la peine d'essuyer. Mais maman a mentionné comment tu étais toujours bénévole au centre pour jeunes quand on a commencé à sortir ensemble. Comment tu semblais vraiment apprécier quand mon neveu Tommy nous rendait visite. Comment tu proposais toujours de garder les enfants de nos amis. Et tout à coup, tout semble différent. Tout a ce nouveau contexte que je ne peux plus ignorer. Ta mère. La trahison m'a frappé plus fort que prévu. Ma belle-mère ne m'avait jamais particulièrement apprécié. Elle pensait que Michel pouvait trouver mieux. Épouser quelqu'un de plus riche ou avec de meilleures relations. Mais là, c'était un nouveau niveau de bassesse. Elle t'a monté la tête. Elle est inquiète. Ma sœur est inquiète. Tout le monde est inquiet. Ils me demandent comment je n'ai pas vu les signes, comment je n'ai rien remarqué d'anormal. Et je n'arrête pas de leur dire qu'il n'y avait pas de signes parce que tu ne ferais pas ça. Mais ensuite, je commence à tout remettre en question, chaque souvenir, chaque interaction, chaque moment. Et je. Elle s'est interrompue, me regardant pour la première fois depuis que j'étais entré. Ses yeux étaient rouges, son mascara avait coulé, son visage était marbré par les pleurs. Je ne peux pas rester ici en ce moment, a-t-elle continué. Je ne peux pas te regarder sans me demander si tout ce que nous avons construit ensemble est basé sur un mensonge. Si l'homme que j'ai épousé est quelqu'un que je n'ai jamais vraiment connu. J'ai besoin d'espace pour penser clairement. Pour savoir ce que je crois. Ce que tu crois, ai-je répété, les mots sonnant comme une langue étrangère. Tu devrais croire ton mari, la personne avec qui tu as passé plus d'une décennie, la personne qui ne t'a jamais donné la moindre raison de douter. Les gens disaient la même chose de la femme de Jerry Sandusky. De la femme de Larry Nassar. De toutes ces femmes qui prétendaient ne jamais avoir su. Tout le monde se demande toujours comment elles ont pu passer à côté. Je ne peux pas être cette personne. Je ne peux pas être la femme qui était trop naïve ou trop confiante pour voir ce qui était juste devant elle. Alors, tu vas juste partir? Supposer le pire et partir? Je vais chez ma sœur. Je te contacterai par l'intermédiaire de mon avocat pour les prochaines étapes. Ton avocat? Les mots avaient un goût de cendre. Tu as déjà appelé un avocat. Je l'ai appelé hier. Je suis désolé, Jake. Je suis tellement désolé, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être ici. Je ne peux pas me réveiller à côté de toi chaque matin sans savoir si. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a juste attrapé ses valises et est sortie. Je suis resté dans notre entrée, mon entrée, maintenant, je suppose, et j'ai écouté sa voiture démarrer, la reculer de l'allée, le bruit du moteur s'estomper alors qu'elle s'éloignait. La maison a semblé différente immédiatement, comme si tout l'air en avait été aspiré, comme si les murs savaient qu'ils abritaient maintenant quelque chose de toxique, quelque chose qui devait être contenu et isolé. J'ai traversé les pièces vides qui ressemblaient soudainement à un musée de mon ancienne vie. La cuisine où nous avions cuisiné ensemble chaque dimanche. Le salon où nous avions dévoré des séries et nous étions disputés pour savoir si on prenait un chien. La chambre où nous avions fait des projets d'avenir qui ne se réaliseraient jamais. Tout était encore là. Tous les meubles, toutes les décorations, toutes les preuves physiques de notre vie commune. Mais ce n'était plus que des objets maintenant. Des accessoires d'une pièce de théâtre qui s'était terminée sans avertissement. Je me suis assis sur le canapé, notre canapé, celui que nous avions choisi ensemble dans 3 magasins de meubles différents avant que Michel ne trouve enfin le parfait, et j'ai attendu que quelque chose me frappe. Le chagrin, la colère, le désespoir, n'importe quoi. Mais je me sentais juste vide, creux, comme si quelqu'un avait vidé mes entrailles et n'avait laissé qu'une coquille. L'enquête de la police a été approfondie, humiliante, et j'ai eu l'impression d'être disséqué de mon vivant. L'inspecteur Maurice s'est occupé de l'affaire. La cinquantaine, cheveux grisonnants, des yeux qui en avaient trop vu et croyaient en trop peu de choses. Il a mené l'enquête avec un détachement professionnel, mais je pouvais voir le jugement qui se cachait en dessous. Dans son monde, dans son expérience, il n'y a pas de fumée sans feu, et l'accusation de Tyler produisait beaucoup de fumée. J'ai fait des dépositions, plusieurs dépositions, revenant sur les mêmes événements encore et encore,
sous différents angles. Ce qui s'était passé au barbecue, où j'étais à chaque minute, à qui j'avais parlé, ce dont Tyler et moi avions discuté, combien de temps nous étions restés seuls dans le garage, ce que nous avions exactement transporté jusqu'à ma voiture. J'ai fourni mes relevés téléphoniques, mon ordinateur portable professionnel, je les ai laissés tout épluchés, email, SMS, historique de recherche, applications téléchargées, tout. Je n'avais rien à cacher car il n'y avait rien à trouver. Ils ont parlé à tous ceux qui étaient au barbecue. Ma tante, mes cousins, la femme de Daniel, les voisins qui étaient passés. Tout le monde a donné la même version des faits. Réunion de famille normale, rien d'inhabituel, pas de tension, pas d'interactions étranges. J'avais l'air normal. Tyler avait l'air normal. Tout avait été complètement ordinaire. Votre neveu semble crédible, a dit Maurice lors d'un de nos entretiens. Nous étions dans une pièce grise au poste de police, l'équipement d'enregistrement en marche, les néons donnant à tout un air délavé et déprimant. Il est cohérent dans son histoire. Il montre une détresse authentique en discutant de l'incident. Ses réactions émotionnelles correspondent à ce que nous attendrions de quelqu'un qui a subi un traumatisme. Parce qu'il croit ce qu'il dit, ai-je répondu. J'avais dit la même chose environ 5 fois déjà, mais ça ne semblait pas faire mouche. Mais la croyance n'est pas la vérité. Il s'est convaincu que quelque chose s'est passé. Ça ne le rend pas réel. Ou peut-être que vous êtes juste doué pour compartimenter. Maurice s'est adossé à sa chaise, m'étudiant avec ses yeux de flic qui essayaient de voir à travers mon crâne, dans mes pensées. J'ai déjà vu ça. Des gens qui semblent complètement normaux, dignes de confiance, respectés dans leur communauté, des entraîneurs, des enseignants, des membres du clergé, tout le monde se porte garant pour eux. Puis on creuse plus profondément et on découvre qu'ils cachent quelque chose de sombre depuis des années. Ils sont doués pour présenter un visage au monde tout en faisant toute autre chose en privé. Alors creusez plus profondément, dis-je. Creusez aussi profondément que vous le voulez. Vous ne trouverez rien parce qu'il n'y a rien. Ils ont creusé. Ils ont interrogé mes collègues. Parlé à la famille de Michel, contacté le centre pour jeunes où j'avais fait du bénévolat il y a 6 ans. Ils ont vérifié mes antécédents, mes dossiers financiers, cherchant des signaux d'alarme ou des schémas qui pourraient indiquer ma culpabilité. Ils n'ont rien trouvé. Zéro. Nada. Rien d'incriminant. Rien de suspect. Rien qui ne soutienne l'histoire de Tyler de quelque manière que ce soit. Pas de SMS étranges envoyés à un mineur. Pas d'historique de navigation douteux, pas de plainte ou d'allégations antérieures, pas d'activité financière inhabituelle qui pourrait indiquer des pots de vin ou de l'argent pour acheter le silence. Ma vie était un livre ouvert, et chaque page était blanche. J'aurais dû me sentir soulagé, j'aurais dû me sentir justifié, mais le soulagement exige de l'espoir, et l'espoir avait quitté les lieux à peu près en même temps que Michel chargeait ses valises dans sa voiture. Après 6 semaines d'enquête, le procureur a refusé de porter plainte. Preuves insuffisantes, ont-ils appelé ça, ce qui en jargon juridique signifie « nous ne pouvons pas prouver que c'est arrivé, mais nous ne pouvons pas non plus prouver que ce n'est pas arrivé ». Cette conclusion n'a satisfait absolument personne. La famille de Tyler était furieuse que je ne sois pas arrêté. Je vivais dans cet entre-deux cauchemardesque où je n'étais pas techniquement coupable, mais pas officiellement innocent non plus. L'absence d'accusation ne signifiait pas que j'étais blanchi. Cela signifiait simplement qu'ils ne pouvaient pas me mettre en prison. Ça ne veut pas dire que tu es innocent, a écrit Lisa dans le seul et unique email qu'elle m'a envoyé après la clôture de l'enquête. J'avais vérifié ma boîte de réception de manière obsessionnelle pendant des jours, espérant une communication de quelqu'un de ma famille. Voilà ce que j'ai eu. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas pu le prouver. L'email continuait, Tyler souffre d'un traumatisme à cause de toi. Il fait des cauchemars. Il a peur d'être seul avec des hommes adultes. Tu lui as fait ça. Le fait que le procureur ne poursuive pas ne change rien à ce que tu as fait. J'ai lu cet email probablement 20 fois. Chaque fois, j'espérais qu'il dirait quelque chose de différent. Chaque fois, il disait la même chose. Mon neveu de 15 ans m'avait accusé de quelque chose que je n'avais pas fait. Toute ma famille l'avait cru sans poser de questions. La police avait enquêté et n'avait rien trouvé. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours le méchant de leur histoire. Il n'y avait aucune victoire possible, aucune voie qui me ramènerait à une vie normale. L'abandon des poursuites n'était pas une fin. C'était juste une autre sorte d'enfer.
J'ai essayé de revenir à la normale après que le procureur a refusé de porter plainte. J'ai essayé de me convaincre que le pire était passé, que je pouvais reconstruire à partir de là. C'était d'un optimisme de premier ordre. La normalité était partie. La normalité avait fait ses valises et était partie avec Michel. Au travail, les chuchotements me suivaient comme une mauvaise odeur. Les gens arrêtaient de parler quand j'entrais dans la salle de pause. Les conversations mouraient en pleine phrase quand j'approchais. Je surprenais des gens en train de me regarder, puis de détourner rapidement le regard quand nos yeux se croisaient. Mon patron, Richard, m'a appelé dans son bureau 2 semaines après la clôture de l'enquête. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Jake, nous devons discuter de l'image. L'image. Pas, comment tu tiens le coup, ou, nous sommes contents que ce soit fini. L'image. Le cabinet est fier de sa réputation, a-t-il continué, en redressant des papiers sur son bureau qui n'en avaient pas besoin, et évitant le contact visuel. Nous devons considérer comment certaines situations pourraient se répercuter sur nous en tant qu'organisation. Je n'ai été accusé de rien, dis-je. L'enquête n'a rien trouvé. Je comprends ça. Légalement, nous sommes conscients de vos droits. Nous ne mettons pas fin à votre emploi, mais nous devons faire quelques ajustements pour le confort de tous. Les ajustements ont commencé modestement. Un projet que je dirigeais depuis 6 mois a été réattribué à un autre comptable senior. Aucune explication, juste un bref email disant que la structure de l'équipe était en cours de réorganisation. Puis un autre projet a disparu de mon bureau. Puis une autre. Les invitations aux réunions ont cessé d'arriver. Les réunions d'avancement hebdomadaires auxquelles je participais depuis des années se tenaient soudainement sans moi. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit qu'ils essayaient de rationaliser la participation, de réduire les participants non essentiels. Mon bureau aurait aussi bien pu avoir un panneau de quarantaine. Le travail en contact avec les clients a complètement disparu. Apparemment, personne ne voulait que je représente le cabinet auprès de contacts extérieurs. On ne peut pas avoir quelqu'un accusé de contact inapproprié avec un mineur pour gérer d'importantes relations clients. Même si ces accusations n'avaient mené à rien. Je suis passé du statut de membre senior apprécié de l'équipe à celui d'invisible, un fantôme hantant ma propre carrière, regardant les autres faire le travail que je faisais avant. Brian, un collègue avec qui je travaillais depuis 5 ans, était le seul qui me parlait encore. Mais même ces interactions étaient prudentes, professionnelles. Il me posait des questions sur des projets de travail dans le couloir, mais ne m'invitait plus jamais à déjeuner. Ne suggérait jamais d'aller boire un verre après le travail. Il gardait ses distances tout en maintenant une décence humaine de base. Je l'appréciais, même si ça faisait mal. Au moins, il me traitait comme une personne et non comme un contaminant. Le reste de mes amis s'est évaporé comme le brouillard du matin. David, mon colocataire d'université, mon témoin de mariage, a cessé de répondre à mes appels. Je lui envoyais des SMS, rien en retour. Je l'appelais, directement sur la messagerie vocale. Finalement, je l'ai vu poster sur les réseaux sociaux des photos d'un week-end avec des amis communs de l'université, un week-end auquel je n'étais pas invité, un week-end dont personne ne m'avait parlé. Message reçu. Mélissa avait fait partie de notre cortège de mariage, une amie d'université de Michel qui était devenue notre amie. Elle m'a retiré de toutes les plateformes de réseaux sociaux le même jour, a bloqué mon numéro. M'a complètement effacé de son existence numérique. Le club de lecture du quartier auquel je participais depuis 5 ans s'est soudainement dissous. J'ai reçu un email de Donna, qui l'organisait chez elle, disant qu'en raison de conflits d'horaire, il mettait les choses en pause indéfiniment. 2 semaines plus tard, j'ai vu la moitié des membres du club de lecture entrer chez Donna avec des livres et du vin. Ils ne s'étaient pas dissous. Ils m'avaient juste dissous, moi. Les gens traversaient la rue pour éviter de passer devant moi. De vrais adultes, des membres fonctionnels de la société, me voyaient arriver et trouvaient soudainement le trottoir d'en face très intéressant. Comme si ce que j'avais pouvait être contagieux par simple proximité. J'étais toxique, un risque, quelqu'un à éviter à moins de vouloir être coupable par association. Le type du café où j'étais un habitué depuis 3 ans a cessé de bavarder. Il prenait juste ma commande, préparait ma boisson, me l'attendait en silence. Fini les « Comment s'est passée votre semaine ?» ou les commentaires sur la météo, juste des transactions. Ma pressigne, une femme âgée sympathique qui demandait toujours des nouvelles de Michel, a arrêté de poser des questions, de discuter, elle enregistrait juste mes vêtements, me donnait un ticket,
me disait quand les récupérer. Même la caissière de mon supermarché qui me voyait chaque semaine depuis des années ne pouvait soudainement plus maintenir le contact visuel. Petite ville. Les nouvelles vont vite. Tout le monde savait, ou pensait savoir, et ce qu'il pensait savoir était suffisant pour me rendre intouchable. J'étais passé d'une vie bien remplie, réunions de famille, dîners entre amis, projets de week-end, un calendrier plein d'obligations sociales à rien. Pas de famille, pas de femme, pas d'amis, pas de cercle social, juste un travail qui ne voulait pas de moi et une maison vide qui résonnait de l'absence de Michel. La solitude était écrasante, presque physique, comme un poids sur ma poitrine qui ne se levait jamais. Je me suis inscrit dans une salle de sport de l'autre côté de la ville où personne ne me reconnaissait. J'y allais à des heures bizarres quand elle était presque vide. J'achetais mes courses à 6 heures du matin le dimanche quand le magasin était une ville fantôme. J'ai commencé à tout payer par carte pour pouvoir utiliser les caisses automatiques et éviter les interactions humaines. Je suis devenu un expert de l'invisibilité, du déplacement dans le monde sans attirer l'attention, de l'existence dans les espaces entre les vies des autres. Michel a demandé le divorce 3 mois après son départ. Les papiers sont arrivés par un huissier qui s'est présenté à ma porte un samedi matin. Rien ne dit mieux que votre mariage est terminé qu'un étranger vous tendant une enveloppe Kraft et vous demandant de signer pour votre propre dissolution. Son avocate était efficace et froide, clairement chère, clairement expérimentée dans le démantèlement de vie avec une efficacité maximale et une empathie minimale. Les demandes étaient simples. Elle voulait la maison, la moitié de tous les actifs, la moitié de mes comptes de retraite, une rupture nette. Mon avocat m'a demandé si je voulais me battre. Il a dit que nous pouvions contester la division des biens, argumenter pour un arrangement différent, mais à quoi bon? Michel avait déjà décidé qui j'étais. Elle avait choisi de croire que j'étais capable de faire du mal à un enfant. Aucune bataille juridique ne changerait ce verdict fondamental. J'ai tout signé. Je lui ai laissé la maison que nous avions choisie ensemble, les meubles que nous avions sélectionnés, la vie que nous avions construite. Tout était contaminé de toute façon, souillé par l'accusation et l'abandon. Mieux valait tout laisser partir et recommencer à zéro que d'essayer de s'accrocher au reste de quelque chose qui était déjà mort. Le divorce a été finalisé en 6 mois. Différends irréconciliables, disaient les papiers. C'était une façon de le dire. Une autre façon aurait été, la femme a cru que son mari était un prédateur sur la seule parole d'un adolescent et ne pouvait pas vivre avec l'incertitude. Mais, différends irréconciliables, sonnait plus professionnel. Les nuits étaient brutales après son départ. Pire que les jours, même avec tout l'isolement social et l'exil professionnel. Je restais éveillé dans ma maison à moitié vide, fixant le plafond, rejouant ce barbecue dans ma tête encore et encore, comme un film bloqué en boucle, essayant de comprendre ce qui s'était passé, ce que Tyler avait vu ou mal interprété, ou tout simplement inventé pour des raisons que je ne pouvais pas sonder. Nous avions à peine interagi ce jour-là. Lisa avait demandé si quelqu'un pouvait l'aider à apporter des affaires de sa voiture. Elle s'était garée dans la rue car notre allée était pleine. Tyler s'était porté volontaire. J'avais dit que j'aiderais aussi, puisque je me dirigeais de toute façon vers ma voiture pour prendre mon téléphone. Nous avons marché ensemble, échangé des banalités sur l'école, sur l'équipe de baseball dans laquelle il jouait, sur des trucs normaux de gamins de 15 ans. Arrivés à ma voiture, nous nous sommes chargés de sacs de pain à hot dog et d'un pack de soda. Nous sommes entrés dans le garage, avons tout posé sur le congélateur coffre que nous avions là. Tyler a demandé où je voulais les mettre. J'ai dit, laisse-les juste là. Je les rentrerai dans 1 minute. Il a dit, d'accord. Nous sommes retournés à la fête. L'échange entier a duré peut-être 3 minutes, 4 au plus. Rien ne s'est passé, rien d'étrange, rien d'inapproprié, rien de même vaguement discutable. Nous avons transporté des provisions et parlé de baseball au lycée. 3 minutes qui ont somehow détruit toute ma vie. J'ai oscillé entre la colère, la dépression, l'incrédulité. Certains jours, je voulais me battre, engager des enquêteurs, traîner la vérité au grand jour par la seule force de ma volonté. D'autres jours, je voulais disparaître complètement, déménager dans un autre état, changer de nom, recommencer quelque part où personne ne connaissait mon visage ou mon histoire. Mais en dessous de tout ça, il y avait cette vérité plus dure, plus froide, à laquelle je ne pouvais échapper. Je ne pouvais pas prouver un négatif. Je ne pouvais pas prouver que quelque chose ne s'était pas produit. L'absence de preuve n'était pas la preuve de l'absence pour la plupart des gens. J'étais coupable par simple accusation.
condamné par le tribunal de l'opinion publique, sans procédure d'appel, sans chance de nouveau procès, sans chemin de retour vers l'innocence. 6 mois après l'accusation, j'ai vendu la maison. Je ne pouvais de toute façon pas me la permettre avec un seul revenu, et je ne supportais pas les souvenirs incrustés dans chaque pièce. La cuisine où Michel et moi avions cuisiné ensemble. La chambre où nous avions planifié notre avenir. Le bureau où j'avais reçu ce premier SMS de Lisa. J'ai déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Une chambre, une cuisine basique, une salle de bain fonctionnelle. Rien d'extraordinaire, rien qui ne nécessite un attachement émotionnel, juste un endroit pour exister. J'ai pris un poste dans un plus petit cabinet d'expertise comptable qui ne connaissait pas mon histoire, qui n'était même pas dans le même parc d'affaires que mon ancien bureau. J'arrivais, je faisais le travail, je touchais un salaire, et je partais. Personne ne me connaissait. Personne ne posait de questions. C'était parfait. J'ai coupé tout contact avec tous ceux qui m'avaient abandonné. J'ai bloqué les numéros de téléphone, supprimé complètement les réseaux sociaux, créé autant de distance que possible. S'ils pouvaient croire le pire de moi si facilement, sans preuve ni même un doute raisonnable, ils ne méritaient pas de place dans ma vie. Ni à ce moment-là, ni jamais. La solitude était écrasante. J'étais passé d'une vie bien remplie, réunions de famille, dîners entre amis, projets de week-end, à une existence solitaire mesurée en silence et en routine. Travail, maison, sommeil, et on recommence. Je me suis inscrit dans une salle de sport de l'autre côté de la ville où personne ne me reconnaissait. J'achetais mes courses pendant les heures creuses. Je suis devenu un expert pour éviter le contact visuel. 8 mois après l'accusation, tout a changé. Daniel a appelé, ce qui était étrange car nous ne nous étions pas parlé depuis qu'il m'avait envoyé un SMS de 2 phrases me traitant de honte pour la famille. Tyler a avoué qu'il avait tout inventé, a-t-il dit sans préambule. J'étais dans mon appartement, en train de manger un plat à emporter réchauffé devant mon ordinateur portable. J'ai ri, en fait. Pas un rire joyeux. Un son creux, incrédule, qui m'a surpris moi-même. Répète ça. Il a avoué. Il s'est effondré en larmes devant Lisa et papa. Il a dit qu'il avait tout inventé. Il était en colère pour une bêtise. Il voulait de l'attention. Je ne sais pas. Il est au plus mal maintenant. Il se sent terriblement mal pour ce qu'il a fait. Je suis resté assis en silence, attendant que quelque chose, le soulagement, la justification, la rage fasse surface. Rien n'est venu. Juste une étrange torpeur. Jake, tu es là. Oui, je suis là. On a eu tort. On est tous tellement, tellement désolés. On veut que tu viennes dîner ce week-end. Maman cuisine ton plat préféré. On pourra parler. Trouver un moyen d'avancer en tant que famille. Non. Quoi? J'ai dit non. Je ne viens pas dîner. Je n'avance pas. Je ne fais rien de tout ça. Jake, il avait 15 ans. Il a fait une erreur stupide. Mais il l'a reconnu maintenant. On veut tous arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. On ne détruit pas la vie de quelqu'un pour ensuite la réparer avec un rôti et des excuses. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a admis qu'on avait tort. Tyler est dévasté par ce qu'il a fait. Papa pleure chaque fois que ton nom est mentionné. Maman n'est plus la même depuis qu'on a découvert la vérité. Bien, dis-je. Le mot est sorti plat et froid. Il devrait se sentir mal. Il devrait pleurer. Il devrait perdre le sommeil à cause de ce qu'ils m'ont fait. Mais leurs sentiments ne sont plus mon problème. Tu es déraisonnable. Je suis raisonnable pour la première fois de ma vie. Vous avez tous fait votre choix il y a 8 mois. Vous avez choisi de croire l'histoire d'un adolescent de 15 ans sans la moindre preuve. Sans même demander ma version. Je ne fais que vivre avec les conséquences de votre choix. C'est la famille. Je l'étais aussi. Au passé. Vous l'avez rendu très clair quand papa m'a claqué la porte au nez. J'ai raccroché, bloqué son numéro, et n'ai rien ressenti. Lisa a essayé ensuite. Elle s'est présentée à mon immeuble, a sonné à mon interphone environ 50 fois jusqu'à ce que je finisse par répondre juste pour la faire arrêter. Jake, s'il te plaît, laisse-moi monter. Il faut qu'on parle. On n'a besoin de rien faire du tout. Rentre chez toi, Lisa. Tyler veut s'excuser auprès de toi en personne.
Il a besoin de tourner la page. J'ai ri à ça, vraiment. Il a besoin de tourner la page. C'est la meilleure. Dis à Tyler qu'il peut écrire ses excuses dans un journal et ne jamais le montrer à personne. Je ne veux pas le voir, entendre parler de lui, ou penser à lui, plus jamais. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Il a détruit ma vie parce qu'il voulait de l'attention. Il doit vivre avec ça. Et toi aussi. J'ai cru mon fils quand il a dit que quelque chose de terrible lui était arrivé. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Poser des questions. Chercher des preuves. Faire confiance à la personne que tu connaissais depuis 37 ans au lieu d'assumer immédiatement le pire. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi. Et maintenant, tu dois vivre avec ce choix pour toujours. Je suis ta sœur. Non, dis-je. Tu étais ma sœur. Cette personne n'existe plus. Maintenant, par avant que j'appelle la sécurité de l'immeuble. Elle est partie. Je l'ai regardée depuis ma fenêtre, assise dans sa voiture pendant 20 minutes, en train de pleurer. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni culpabilité, ni tristesse. Juste un vide là où ses émotions vivaient autrefois. Mes parents ont essayé une approche différente. Ils ont envoyé une lettre manuscrite, avec leurs 2 signatures en bas, pleine d'excuses, de regrets et d'explications sur la façon dont ils protégeaient leur petit-fils. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai déchiqueté. Michelle a entendu parler des aveux de Tyler par le bouche à oreille. Elle a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, alors j'ai décroché. Jake. J'ai entendu pour Tyler. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te croire. Oui, tu aurais dû. On peut se parler? Peut-être prendre un café? Pourquoi ferions-nous ça? Parce que j'ai fait une erreur. J'ai laissé d'autres personnes m'influencer au lieu de faire confiance à mon mari. Je veux arranger les choses. Le divorce est finalisé, Michelle. Il n'y a rien à arranger. C'est fini entre nous. Je t'aime encore. Tu aimais celui que tu pensais que j'étais. Quand les choses sont devenues difficiles, quand ça comptait le plus, tu t'es défilé. Tu as choisi la paranoïa de ta mère plutôt que 12 ans de mariage. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité qui s'est évaporée sous la pression. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. J'ai appris ça quand ma femme a fait ses valises et est partie parce qu'elle ne pouvait pas me regarder sans se demander si j'étais un prédateur. Tu as fait ton choix. Vis avec. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Au cours des mois suivants, ils ont tous essayé différentes tactiques. Email, lettres, se présenter à mon travail. Ma mère a laissé des messages vocaux en pleurant sur le fait qu'elle avait perdu son fils et ne pouvait pas le supporter. Daniel a essayé de me faire culpabiliser en disant que je déchirais la famille en étant têtu. J'ai tout ignoré. J'ai changé de numéro, j'ai déménagé dans un autre appartement dans un quartier différent, j'ai érigé des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. Un an après les aveux de Tyler, j'ai rencontré Anna lors d'une conférence professionnelle. Elle était analyste financière de Seattle. Vive, drôle et d'une franchise rafraîchissante. Nous avons pris un café, puis dîné, puis nous avons commencé une relation à distance qui s'est terminée par son déménagement dans ma ville. Je lui ai tout raconté lors de notre 3e rendez-vous. Je me suis dit qu'elle méritait de savoir dans quoi elle s'engageait. Elle a écouté toute l'histoire, puis a dit, donc, ta famille t'a abandonné sur la base d'un mensonge, a détruit ta vie, et maintenant ils sont en colère que tu ne leur pardonnes pas. En gros, oui. Eh bien, qu'ils restent en colère. Tu ne leur dois pas le pardon. C'est là que j'ai su qu'elle était différente. Elle n'a pas essayé de me réparer ou de me convaincre de me réconcilier. Elle a juste accepté que certaines choses sont trop brisées pour être réparées. Nous avons construit une vie ensemble, petite, calme, soigneusement construite. Elle a rencontré mon collègue Brian et les 2 autres personnes que j'avais prudemment laissées entrer dans mon orbite. Elle ne m'a jamais poussé à élargir mon cercle ou à renouer avec ma famille. Elle a compris que la vie que j'avais maintenant était intentionnellement limitée, et ça lui convenait. 2 ans après les aveux de Tyler, mon père a eu une crise cardiaque, soudaine et fatale. Daniel m'a retrouvé par l'intermédiaire de mon employeur. Il a appelé mon numéro professionnel. Papa est parti, a-t-il dit. Pas de bavardage, pas de préambule.
Les funérailles sont samedi. Maman demande si tu viendras. J'y ai réfléchi pendant peut-être 5 secondes. Non. Jake, c'est notre père. C'était mon père. C'était aussi l'homme qui m'a fermé la porte au nez et m'a traité de dégoûtant. C'était notre dernière véritable interaction. Je me passe bien d'ajouter des funérailles à la collection. Il a regretté la façon dont il t'a traité. Il en parlait constamment durant ces dernières années. Bien. Il aurait dû le regretter. Mais le regret ne m'oblige pas à me présenter pour que tout le monde se sente mieux à propos de sa mort. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de maman. Elle est dévastée. Te voir l'aiderait. Alors elle aurait dû y penser il y a 8 ans, quand elle a immédiatement cru le pire de moi. Je suis désolé que papa soit mort. Je suis désolé que maman souffre. Mais je ne suis pas responsable de réconforter les gens qui m'ont détruit. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Tu es devenu dur, a finalement dit Daniel. Je suis devenu honnête. Il y a une différence. Je ne suis pas allé aux funérailles. Je n'ai pas envoyé de fleurs. Je n'ai pas envoyé de cartes. J'ai laissé mon absence parler d'elle-même. La famille pouvait l'interpréter comme elle le voulait. J'en avais fini de gérer leurs sentiments à propos de mes limites. Anna m'a demandé si je me sentais coupable de ne pas y être allé. Non, dis-je. Devrais-je? La plupart des gens le feraient. C'était ton père. Le père de la plupart des gens ne les renie pas à cause du mensonge d'un adolescent. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Elle m'a embrassé sur le front. Non, tu ne le es certainement pas, 10 ans après l'accusation, j'ai croisé Lisa dans un aéroport. Nous voyagions tous les deux pour le travail et nous nous sommes retrouvés à la même porte d'embarquement. Elle m'a vu la première. Son visage a traversé une série rapide d'émotions, surprise, espoir, douleur, résignation. Elle s'est approchée prudemment. Jake. Salut, Lisa. Nous sommes restés là, maladroitement. Une décennie de silence entre nous, aussi lourd que du béton. Tu as l'air bien, s'est-elle risquée. Toi aussi. Tyler est à l'université maintenant, il s'en sort bien. Il étudie la psychologie. Il veut travailler avec des adolescents en difficulté. C'est approprié, dis-je. Mon ton était plat. Elle a tressailli. Il n'est plus la même personne qu'à 15 ans. Moi non plus. Il demande encore de tes nouvelles. Se demande si tu lui as pardonné. Dis-lui que non. Le feras-tu un jour? J'ai considéré la question honnêtement. Peut-être qu'un jour j'atteindrai un point où le pardon semblera possible, mais ça ne changera rien entre nous. Le pardon ne signifie pas la réconciliation. Que faudrait-il pour une réconciliation? Rien. Il n'y a rien que quiconque puisse faire ou dire pour reconstruire ce qui a été brisé. On ne peut pas faire sonner une cloche à l'envers. On ne peut pas annuler ce que j'ai appris sur vous tous. On a eu tort. On l'a reconnu. On s'est excusé. Que pouvons-nous faire de plus? Rien. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ce n'est pas un problème que vous pouvez résoudre. C'est une conséquence avec laquelle vous devez vivre. L'embarquement de notre vol a commencé. Elle a hésité. Tu me manques, a-t-elle dit. Mon frère me manque. Ton frère est mort le jour où tu as cru Tyler sans poser de questions. Je suis quelqu'un d'autre maintenant. Cette personne n'a pas survécu à ce que vous lui avez tous fait. Je suis celui qui est venu après, et je n'ai plus la capacité d'être ton frère. C'est cruel. C'est vrai. J'ai embarqué le premier, la laissant à la porte, sans regarder en arrière. Anna m'a interrogé sur la rencontre quand je suis rentré à la maison. Je lui ai dit la vérité. Je n'avais rien ressenti. Ni regret, ni soulagement, ni tristesse. Juste la reconnaissance d'avoir croisé quelqu'un de mon passé. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous proposer des histoires plus nombreuses et de meilleure qualité. Merci.